Viva Culture, l'actualité du spectacle vivant vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bienvenue au fil des pages. Alors, quel est le conseil de lecture cette semaine ? Alors cette semaine, je vous propose un livre qui était sorti lors de la rentrée littéraire dernière en septembre 2018. C'est un livre de Manuel Bayamaktam, édité chez POL, qui s'appelle Arcadie. Moi, je l'avais lu et de tous les livres que j'avais lus cette rentrée littéraire, j'ai trouvé que ce livre était certainement le plus intelligent. Le plus intelligent parce qu'à la fois c'est extrêmement bien écrit, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, c'est très ironique. Et à travers l'histoire de Farah, qui est une jeune fille qui vit dans une sorte de communauté zone blanche parce que sa mère ne peut pas supporter les ondes, etc. Dans une communauté où tout le monde vit un peu comme il veut. Elle aborde, via cette jeune fille, Farah, elle aborde tous les thèmes qui nous sont contemporains. Les communautés, les migrants, la question du genre et de l'identité, la question des nouvelles technologies, comment elles arrivent dans nos vies, elles nous, finalement, au lieu de nous connecter, elles nous déconnectent. Et elle se joue de nous aussi parce qu'elle reprend des passages qui sont célèbres dans la littérature française et elle les détourne pour les adapter dans son roman. Voilà. Moi, ce que j'en avais dit au moment où je l'avais lu, j'avais vraiment été sciée de tant d'intelligence. J'avais dit attention magistrale. Et la petite note que j'avais indiquée, c'était un roman puissant, explosif, jubilatoire, irrévérencieux et tellement contemporain. Plume incisive et nerveuse, ce récit aborde frontalement les questions du genre, la quête d'identité, avec en toile de fond la crise des migrants comme point de bascule à tous les dévoilements. C'est brillant, intelligent, on sort de cette lecture scotché par des passages d'une grande fulgurance. Oui, ce n'est pas pessimiste. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas pessimiste, c'est une vue, un panorama de notre société contemporaine et avec un regard quand même assez ironique. Voilà. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle vient de recevoir le prix France Inter. Très bien. Et j'en suis ravie qu'on donne un nouvel éclat sur ce livre qui a été sélectionné dans tous les prix, Goncourt, le féminin. Là. Elle n'avait rien eu. Et heureusement, elle a finalement eu un prix qui lui permet d'ailleurs de revenir parmi nous et de ressortir de toute cette frénésie qui a lieu à la rentrée littéraire. Arcadie, Emmanuel Bayamaktam. Et Emmanuel Bayamaktam est d'autant plus intéressante que c'est une autrice ou une auteure ou une écrivaine qui écrit également sous le nom de Rebecca Ligiri. Oui. Et quand on lit Rebecca Ligiri, on n'a pas du tout l'impression de lire Emmanuel Bayamaktam. Et ça, je trouve ça incroyablement... magistral, enfin pas magistral, mais presque c'est génial de pouvoir, avec une identité différente, avoir un style et une narration complètement différente. Comme Romain Gary en son temps. Oui, alors est-ce qu'elle aura la même œuvre et le même destinée, enfin célébrité que Romain Gary, je lui souhaite. En tout cas, voilà, Arcadie chez POL. Bon. C'est vraiment ça, et ça c'est à lire également pour l'été parce que très bien, on remplit notre valise de livres pour l'été. Exactement. Merci beaucoup Caroline. Merci Isabelle. Bonjour. Revenons sur la 17e édition de Poilard à la plage. Auteurs contents, public nombreux. Mais d'abord, parlons du gagnant du prix des lecteurs, Jackie Schwartzmann, avec Demain c'est loin, au seuil et en poche, collection Point. Une histoire un peu dingue et même carrément loufoque. Parti d'un constat, un gars de la cité et une banquière ne vont jamais se parler, sauf Agio. Donc, les mettre dans une situation où ils vont devoir le faire. C'est plein d'humour, sans message, sinon celui que si les gens se parlent, quand même, ça va mieux. Et Jackie Schwartzmann en sait quelque chose parce qu'il appartient aux deux milieux. Il a vécu dans une banlieue de Besançon, puis sa mère s'est remariée à un prof d'université. La marque de fabrique de Jackie Schwartzmann, c'est l'humour, un peu vachard, qui
qui tape sur tout le monde, le cadre, le syndicaliste, comme l'auto-entrepreneur ou le bourgeois, et il envoie les points faibles. Publié à 44 ans, après 25 ans de manuscrits non envoyés, il a maintenant 4 livres et une BD à son actif. Il écrit aussi des dialogues de long métrage. C'était la première fois que Jackie Schwartzman venait au Polar à la plage. Nous avions, par contre, de très grands habitués du festival. Philippe Huette, Patrick Péchereau, Jean-Hugues Pell, Jean-Bernard Pouy, de ceux qui font une chanson toutes les fois où ils sont invités. Une chanson pour le CD, produit chaque année. Une chanson donnée à un groupe de musiciens de la région pour qui, souvent, c'est l'occasion d'enregistrer dans leur premier studio professionnel. Écoutons donc Ça craint, de Jean-Hugues Pell par Dixie, et venez au concert du Polar à la plage prévu fin novembre, début décembre au Magic Mirror. Mais nous vous en reparlerons. Sonia Anton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université du Havre, vous êtes spécialiste du XXe siècle et vous êtes maintenant spécialiste aussi de géographie littéraire. Oui, en effet, depuis une dizaine d'années, j'ai choisi d'orienter mes recherches sur
sur ce domaine. Au départ, ma thèse a porté sur Louis-Ferdinand Céline, donc rien à voir avec la géographie littéraire a priori. Puis j'ai changé de domaine de recherche, comme ça arrive parfois dans nos carrières. Géographie littéraire, le mot, l'alliance de mots est étrange. C'est vrai que ça surprend. En fait, ce qu'on appelle géographie littéraire, c'est la méthode d'analyse qui consiste à examiner la façon dont les lieux sont représentés, exploités, reproduits dans la littérature. Mais c'est un champ immense. Absolument, c'est infini. Ah oui. Oui. Et vous êtes spécialiste donc d'une époque, c'est plutôt au XXe siècle. Plutôt XXe siècle, mais en même temps, je me spécialise plutôt dans la théorie littéraire, donc c'est une question qui me préoccupe, quelle que soit l'époque finalement. Et je suis devenue un petit peu ce qu'on appelle comparatiste, c'est-à-dire qu'à partir d'un thème, j'explore différentes époques, différents auteurs, avec des collègues bien sûr. C'est un travail d'équipe, c'est tellement considérable. Oui, bien sûr. Oui. Oui, à propos de géographie littéraire, c'est vous qui étiez à l'origine des bancs littéraires au Havre. Tout à fait, oui. J'avais donc travaillé sur la littérature havraise, la façon dont les écrivains évoquaient le Havre dans leurs textes. Et j'avais eu envie de rendre compte de ce que j'avais lu dans l'espace même de la ville. Et j'ai eu la chance d'avoir un financement, d'avoir l'accord de la ville et de monter ce petit circuit. Oui. Il y en a combien? Parce que je crois que certains ne les ont pas encore repérés. Il y en a 20. Il y en a 20 qui sont répartis dans des endroits parfois un peu insolites, puisque les écrivains n'ont pas nécessairement tous parlé du centre-ville. Par exemple, Balzac, il parle d'Ingouville. Donc, la femme de 30 ans. Tout à fait. Oui. Donc le banc consacré à Balzac est près de la chapelle d'Ingouville, où les touristes vont peu. Oui, on ne connaît pas toujours tous les bancs, mais on peut tomber dessus par hasard et c'est pas mal aussi. C'est vrai, il y a celui aussi vers François Ier avec Sartre. Tout à fait. Il y a celui qui est situé près du lycée. Il n'a pas été simple à installer celui-là parce que les riverains ne veulent pas de banc devant le lycée. Ils ont peur qu'il y ait des lycéens qui s'assoient et fassent du bruit. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais... Oui, surtout que c'est pas la nuit en général. En général, c'est pas la nuit. Oui. Donc il n'est pas devant le lycée, il est rue Anatole-France, un petit peu isolé, un petit peu en retrait, mais bon, malgré tout, j'ai réussi à faire installer un banc dans ce périmètre-là. Bravo, merci. Merci pour les Havrais et pour la ville. Alors vous êtes intervenante en master 1 et 2, alors c'est le master de création littéraire. Peut-être on aurait pu présenter ce master? Oui, c'est un master assez original, il n'y en a pas beaucoup en France. Il a été créé en 2012, donc il est assez jeune, et c'est le premier master de création littéraire à avoir été créé en France. Donc on a été très, très novateur au Havre. C'est un master dans lequel il est question d'aider les étudiants à devenir écrivains. Ça peut sembler très paradoxal, très surprenant. J'entends souvent des gens me dire « mais c'est pas un métier qui s'apprend ». D'ailleurs, ça n'est pas un métier. Malgré tout, c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons depuis fort longtemps. Oui. Et ça part du postulat qu'écrire, malgré tout, c'est aussi un travail un peu artisanal, qui a une dimension artisanale, que c'est un travail. Bon, ça s'oppose au mythe du génie inspiré, ce genre de choses, les mythes romantiques. Oui. Et que, voilà, il y a une certaine pertinence à aider les étudiants à écrire et à progresser. J'imagine que ce ne sont pas n'importe quels étudiants. Non, bien sûr. La sélection est raide et dure, puisque nous avons beaucoup de candidatures. On a une centaine de candidatures tous les ans. Ah, quand même. Pour 15 places en première année. Donc, les étudiants retenus doivent avoir un projet d'écriture, un projet d'écriture déjà relativement pensé, élaboré, un recul théorique, un recul critique sur leur propre pratique, et il faut qu'ils aient déjà écrit. Oui, bien sûr. Et souvent, les dossiers que l'on reçoit, ce sont des étudiants qui ont écrit, certains même abondamment, certains même ont déjà publié. Souvent dans des maisons d'édition plus confidentielles que celles que l'on connaît. Et ce sont des étudiants, tout à fait particuliers, de tous les âges, de tous les univers, de toute la France, de tous les milieux. C'est très intéressant comme promotion, très intéressant. Et les étudiants qui aiment les mots, qui aiment écrire, qui aiment lire. Les étudiants qui aiment lire, qui aiment écrire, qui ont, je dirais, la passion de l'écriture et de la lecture, oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, décider
de devenir écrivain ou décider d'embrasser ces études-là, qui sont quand même assez incertaines, c'est prendre un risque qui rend compte tout de même d'un état d'esprit particulier, un petit peu atypique, un peu bohème peut-être, pas dans les rails en tout cas. Est-ce qu'on peut dire comme n'importe quel artiste? Peut-être même dans les arts plastiques ou dans la musique? Tout à fait, oui, je pense, oui, qu'il y a, il y a quelque chose qui relève de la fibre artistique, même si c'est un petit peu galvaudé de dire ça, mais ça résume bien un petit peu la personnalité de ces étudiants. C'est-à-dire que vous leur enseignez quoi exactement? Alors ils ont deux types d'enseignements complémentaires. Ils ont des cours de littérature. Moi j'enseigne la littérature du XXe siècle et un petit peu du XXIe. Et ils ont des cours, si on peut appeler ça des cours, de création qui sont la plupart du temps, enfin même toujours des ateliers de création. Ce ne sont pas des cours magistraux. Ce sont des exercices finalement, des ateliers d'écriture avec des écrivains invités, parfois des lieux particuliers, c'est pas toujours dans les murs de l'université, c'est ce qu'on appelle des workshops, des ateliers de création. C'est aussi, le master du art est aussi un peu particulier, et il est à nouveau unique en France, dans la mesure où il est coporté par l'Université du Havre et les ADAR, et l'école d'art. Il y a une double orientation, donc une rencontre, un croisement provoqué, ou en tout cas fortement sollicité, entre les différentes formes de création. Et tout ce petit monde, les étudiants en design et les étudiants en écriture se rencontrent, se côtoient et souvent travaillent ensemble. C'est pourquoi vous avez des expositions, peut-être, là il y en a une en ce moment à la bibliothèque universitaire, qui prête attention à la forme, au format, à la couleur, au graphisme des livres édités. Oui, bien sûr. Les arts graphiques entrent au service de l'écriture, dans tout ce qui relève de l'édition. Et à les ADAR aussi, on a vu des exemples aussi d'expositions dans ce genre-là. Quand vous leur enseignez la littérature, j'imagine que c'est pas tout à fait comme à d'autres étudiants. C'est pas comme en lettres. Alors, dans cette promotion, dans CM1 comme CM2, on a aussi quelques étudiants qui se destinent à la recherche. C'est j'aurais sans doute dû le dire dès le début. C'est une formation mixte, donc on a une majorité d'étudiants en création littéraire et puis quelques étudiants en master recherche. Donc il faut, et ça n'est pas évident, adapter son cours aux deux profils et surtout à la grande disparité qui caractérise ces étudiants. Certains sont relativement académiques, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup lu les classiques. Ils ont une culture littéraire académique tout à fait respectable, voire excellente. D'autres moins, ils ont plus de culture dans des productions de traverse, des productions très contemporaines, des productions expérimentales. Il faut trouver une juste mesure dans la façon d'enseigner la littérature. Et bon, je m'y attelle chaque année en réajustant en fonction des étudiants. Pour ce qui est des spécificités de ce public-là, je dirais que ce sont des étudiants très actifs, très interactifs, très en demande, qui sollicitent énormément. Parce que finalement, ce dont on leur parle, c'est-à-dire de ces grands écrivains, de ces écrivains célèbres, connus, qui ont produit des œuvres devenues immortelles, ça sollicite aussi en eux leur propre travail d'écriture. Il y a une sorte de dialogue permanent entre l'histoire littéraire et la pratique d'écriture. Un jeu de miroir qui est très particulier. Oui. C'est vrai que, par exemple, des exercices que l'on pouvait faire au lycée ou peut-être même après, c'était des exercices de pastiche. Oui, bien sûr. Donc, c'est des façons de se lancer, j'imagine, tout bonnement. Mais, donc, vous faites des analyses littéraires, vous faites aussi des analyses de contexte, d'origine de l'œuvre, de sociologie, de l'écrivain. Tout à fait, oui. Je fais, le contenu de mon cours est un cours. C'est un contenu assez classique, en effet, de contexte, de théorie de la lecture, de théorie de la littérature, de mise en contexte. Tout dépend de l'œuvre que j'étudie, en fait, et de l'angle que je choisis d'aborder chaque année. Avec peut-être une petite différence avec les étudiants classiques,
sans doute plus d'interaction, quoi, hein, plus de... Oui, bien sûr. Oui. Donc vos étudiants en général sont motivés par leur propre personnalité, leur propre projet. Tout à fait, oui. Ils se motivent, ils sont très motivés. Oui. C'est ça. Oui. Donc vous nous avez présenté à l'Université populaire la semaine dernière un projet littéraire. Oui. Peut-être vous pourriez en parler un petit peu parce que c'est un projet qui concerne la Normandie. Oui, c'est le projet qui s'appelle Géoscène, hein, qui consiste à analyser les représentations littéraires et esthétiques de la Seine entre Paris et Le Havre. Donc nous sommes vraiment dans le domaine de la géographie littéraire. C'est un projet que je mène en tant que chercheur à l'Université du Havre avec d'autres universités, d'autres partenaires, et qui justement encourage au croisement entre l'écriture et la production plastique en contexte. C'est-à-dire, je réfléchis à la façon dont on peut parler de la Seine depuis les bords de la Seine ou sur la Seine. Donc j'ai organisé des workshops, un workshop, même plusieurs, où j'ai demandé à des étudiants de ce master et à des étudiants de l'ESA d'art de réfléchir à cette question et de produire des créations sur la Seine ou sur le fleuve ou sur l'eau depuis les bords du fleuve. Et ça a donné des choses extrêmement intéressantes parce qu'ils ont un regard absolument neuf. Ils ne sont pas nécessairement baignés par Victor Hugo. Ils n'ont pas grand-chose à faire souvent. Et ni Maupassant. Ni Maupassant, même si certains aiment beaucoup Maupassant. Mais enfin... Et mon idée, c'est qu'il ne s'agit pas d'archiver, tout ce qui a pu être dit ou écrit sur la Seine, mais de voir aussi ce qui se dit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la Seine aujourd'hui pour des jeunes gens de 30 ans, entre 20 et 30 ans? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça inspire pour des jeunes gens qui ont envie de devenir artistes ou écrivains? Est-ce que ça les inspire déjà? Oui, c'est vrai que c'est une question de c'est départ. C'est une question, Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc on a organisé ça, et puis il y a une petite exposition qui va avoir lieu dans la galerie de l'ESA d'art du 19 au 30 juin, que je vous invite à découvrir. Bien sûr. Alors vous avez des collègues, je crois, qui sont écrivaines, Laurence Maté et Laure Limongi. Oui, alors Laurence Maté, non. Laurence Maté n'est pas écrivaine. Elle est co-responsable du master avec Laure Limongi. Elle est spécialiste de la littérature du Moyen-Âge. Laure Limongi, par contre, oui, elle est écrivaine. Et elle porte de façon très, très active, très dynamique et très efficace ce master en tant que créatrice et chercheuse en création contemporaine. Et finalement, les cours que peut donner, encore une fois, c'est pas le mot cours qui convient, mais bon, les interventions que peuvent donner des écrivains, il y en a beaucoup dans ce master qui interviennent, ne sont pas du tout du même ordre que les cours que donnent des spécialistes de la littérature classique, comme Madame Maté ou moi-même. On est plus dans la création, dans l'atelier de création, dans la réflexion sur sa propre pratique. Et je crois que c'est vraiment très, très, très intéressant d'avoir cette double pédagogie. Ah oui. Par exemple, vos étudiants fréquentent le Polar à la plage et rencontrent les écrivains invités par les Encres Noires? Pas trop, paradoxalement, enfin je me trompe peut-être, mais paradoxalement, là en mémoire, j'ai pas en tête vraiment, je dois me tromper, mais d'étudiants qui produirait du polar pur et dur, dans la tradition du polar à la plage. Ça va peut-être venir, mais bon, faudrait peut-être, Enfin, je dis ça parce que c'est l'occasion de rencontrer des écrivains. Absolument, tout bonnement. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je crois qu'il y a des étudiants qui ont réussi à éditer leurs livres. Plusieurs. Il me semble. Oui, on a plusieurs étudiants et étudiantes qui ont publié leur premier texte, leur premier roman, dans des maisons d'édition prestigieuses, comme Actes Sud, Grasset, Gallimard. Et c'est un signe c'est une très belle réussite pour nous, quoi. Bien sûr. C'est extra. Oui. Est-ce que vous avez du mal à les convaincre que c'est un travail plus qu'une inspiration, je dirais pas géniale, mais enfin une inspiration comme ça, un peu spontanée, un peu... Non, pas trop.
Non. Pas trop, parce qu'encore une fois, la sélection étant ce qu'elle est, Oui. ce que l'on prend, c'est tout de même des étudiants qui ont la tête sur les épaules et qui ont justement cette conscience. Oui. Et qui sont déjà bagarrés avec les mots. Absolument. Qui ont déjà une bonne expérience de la bagarre avec l'écriture. Et... Oui. Donc non, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Y a pas de problème. Et pour les questions de sujets abordés, est-ce qu'il y a des soucis de thèmes, de thématiques, est-ce que c'est plutôt parler de soi, plutôt... Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est eux qui décident de leur sujet. Hein. C'est vraiment eux et eux seuls qui choisissent leur sujet. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Tout est possible. Les seules limites que nous avons, c'est la capacité que nous avons à bien les encadrer en fonction du genre. Puisque chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant ou un écrivain référent qui l'accompagne plus spécialement. Et on essaye de faire en sorte que l'écrivain encadrant, référent, connaisse, maîtrise, pratique lui-même le genre de l'écrivain. Voilà, donc quel exemple je pourrais vous donner ? Par exemple, en Heroic Fantasy, on n'a pas beaucoup d'écrivains en capacité aujourd'hui d'encadrer des étudiants. On en a quelques-uns, mais peu. Quand même. Hein, donc on est obligé de limiter, bien sûr. Oui. En production théâtrale, non plus, par exemple. Hein, voilà. Mais encore une fois, ça n'est pas rédhibitoire non plus. Un étudiant qui a un super projet de théâtre et qui a réussi à convaincre les membres du jury, on va dire, hein, qui vont recruter les étudiants, on va le prendre. Et on va faire en sorte de trouver quelqu'un qui pourra l'aider. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas accepté d'emblée. Il faut vraiment qu'il fasse ses preuves. On réfléchit, parce que le propos, c'est de les aider, c'est de les accompagner, vraiment, fondamentalement. Donc il faut aussi qu'on soit sûr d'avoir les outils, quoi. Bien sûr. Voilà, à part ça, entre guillemets, non, les sujets sont... C'est eux qui choisissent leur sujet, qui décident de leur sujet, quoi. C'est... Et alors au niveau du style ou de l'écriture, alors j'avais cru remarquer, mais peut-être je me trompe, hein, que dans la formation américaine en particulier, on reconnaissait les écrivains qui étaient passés par les études de création littéraire, comment ça s'appelle en anglais ? Creative writing. Voilà. Je prononce très mal. Voilà. Et il me semblait qu'il y avait une sorte de, pas de formatage, je veux pas dire ça, le mot est trop fort, mais qu'on reconnaissait un produit d'une université. J'espère que non. J'espère de tout cœur que non. Voilà. Personnellement, j'ai le sentiment que tous les étudiants que j'ai pu suivre, que j'ai pu lire, sont différents les uns des autres. Totalement différents. Et donc je n'ai pas, je ne rejoins pas cette analyse-là. C'est mon expérience personnelle. Et j'espère que non, bien sûr. J'espère que non. Oui, bien sûr. Ce serait désastreux si on formatait les écrivains. Enfin, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. On est en France, et puis les Français sont rebelles. Hein, donc j'espère que nos étudiants auront aussi cette capacité de se rebeller s'ils sentaient qu'on commence à les formater, quoi. J'imagine que les étudiants ne sont pas destinés à être écrivains. Si ? Ils veulent le devenir. Ils veulent tous à ce niveau-là. Oui, ils veulent le devenir. Ils rêvent tous d'en vivre. Même s'ils savent que c'est extrêmement difficile. En même temps, ils ont toute une série de plans B, tout ça. Hein, ils ont tous des plans B ou des plans C pour être en mesure de manger, quoi. De manger dans des professions ou des activités qui tourneront autour de l'écriture, mais qui ne seront pas nécessairement, qui ne relèveront pas nécessairement de la publication de leurs textes. De la médiation de la lecture, de la médiation de la culture, la librairie, l'édition, les ateliers d'écriture, l'enseignement. Oui, c'est vrai, c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Moi, je les trouve tous, enfin pas tous, mais la plupart, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont une espèce de rapport au monde, à la société, qui est un peu bohème, un peu bohème, et j'aime bien ce mot.
ils ont bien conscience qu'ils ne sont pas dans un système où ils vont réussir au sens où on l'entend traditionnellement, hein, réussir, avoir un métier qui paye, s'acheter sa maison et sa voiture, etc. Ils ne sont pas du tout dans cette voie-là. Ils sont dans un autre modèle. Et... Oui, peut-être ils ont d'autres valeurs. Absolument. Alors, je ne sais pas si elles sont bohèmes. Elles sont, disons, peut-être plus liées à l'être plutôt qu'à l'avoir, ou je ne sais pas, moi. Oui. Ça a l'air plutôt sympathique, tout quand même. Tout à fait. Quand même. Ça a l'air plus authentique, on va dire. Oui, et moins superficiel. Enfin, je ne sais pas, je m'avance peut-être beaucoup. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, plus authentique, plus profond, et plus... Oui, puis moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir sur le monde, quoi. Bah écoutez, on va se quitter sur ces mots, là, plein d'encouragement. Oui. Merci à vous, Sonia Merci Antone. Beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BD Lyrium. Alors, le conseil de comics cette semaine ? Alors, cette semaine, le conseil BD, ça s'appelle L'Agent. C'est un tome 1, c'est chez Glénat. C'est scénarisé par Gabella et dessiné par Danigno. Alors, je ne connaissais pas. Graphiquement, c'est très joli, à mon goût. Et pour ce qui est du scénario, c'est un polar, mais un polar, on va dire, avec du fantastique. Donc, l'agent, on va suivre une jeune femme, en fait, qui est lieutenant de police. Encore une héroïne. Encore une héroïne, oui. C'est bien. Qui travaille chez Ostup. Et elle va se retrouver au cours d'une mission de surveillance confrontée à l'impossible, en pleine surveillance d'un deal avec un dealer dans le métro. Un suspect tue son indique et souffle une sorte d'herbe comme si c'était du cannabis, enfin on sait pas trop, une drogue en fait, qui rend toute la station de métro complètement folle. Oh là là. Alors ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va se rendre compte au fur et à mesure que ceci est lié à la magie. Et qu'elle est en fait une sorcière elle-même sans le savoir, mais elle va le découvrir avec l'aide d'un tierce personnage. Joli, elle découvre ses pouvoirs. Voilà. Alors après, bien sûr, ça va un peu se gâter, naturellement. Et on va apprendre que les services secrets, on va dire, font aussi appel à un monde obscur, à des magiciens. Voilà, faut pas que j'en dise trop, déjà je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc ne révélons pas tout. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Étienne. Bonne semaine. Merci, au revoir. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt, bonne semaine.